Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Mensana Incorpore Non Sano, journal brut d'une doctorante en dissociation. Effectivement, je suis docteur, mais je tiens encore à tenir mon journal de doctorante, puisqu'on est sur une série spéciale soutenance de thèse, où j'explique en fait la dernière étape de mon expérience doctorale, de ma dernière expérience de doctorante. Donc voilà, c'est le journal d'une doctorante. Comme d'habitude, ce podcast n'a pas de script, quasiment pas de montage. On y va comme ça, avec fluidité, authenticité, de vous à moi, pour essayer en fait de partager, de comprendre ce qu'est qu'un parcours doctoral, qu'est-ce que l'enseignement supérieur, qu'est-ce que c'est que repousser ses limites, et effectivement, là actuellement, dans ce cas précis, qu'est-ce que c'est qu'un discours de soutenance? Quel niveau ça a? Donc en fait, cette idée m'est venue pour plusieurs raisons, c'est qu'on montre beaucoup de choses sur le doctorat, mais souvent au moment de la soutenance, on n'en peut plus, on est un peu dans un rush, et donc c'est une partie de l'expérience qui est un peu médiatisée, on va dire, parce que on est très occupé au moment de soutenir, on doit faire de l'administratif à gogo, on doit envoyer les manuscrits, etc. Donc j'ai voulu faire déjà une introduction à tout ça, parce que voilà, donc c'est l'épisode précédent. Et là, je me suis dit, on n'a pas souvent l'occasion en fait d'assister à des soutenances de mémoire ou de thèse. Moi, je conseille souvent aux étudiants et aux étudiantes de master d'assister à des soutenances de mémoire ou de thèse, parce que justement, ça peut leur donner une idée de ce que c'est que l'innovation, où elle en est la recherche dans un domaine, dans l'actualité la plus proche, puisque finalement c'est les toutes dernières innovations qui sont défendues lors d'un échange entre chercheurs et chercheuses. Donc effectivement, assister à une soutenance, c'est vraiment le bon exercice, la bonne préparation pour un travail de recherche. Mais il se trouve que beaucoup d'entre nous travaillons à côté de notre master ou à côté de notre thèse, et donc on n'a pas forcément toujours l'occasion de voir ce que c'est. Autre problème que j'ai pu repérer en discutant avec des personnes, notamment sur mon compte Instagram VisitorPast, où je partage justement des conseils pour l'enseignement supérieur, et aussi bien sûr c'est un compte d'histoire, comme vous savez je suis spécialiste d'histoire des femmes et du genre à l'époque médiévale, et un peu première modernité également. Donc voilà, ça c'est mon compte, et puis il y a ce compte bien sûr Insta de mon podcast, Mensana Podcast. Donc voilà, je me suis rendu compte en partageant sur mes réseaux sociaux mes expériences, que beaucoup aussi ont l'impression qu'une thèse c'est un gros mémoire. Non, une thèse c'est un travail de recherche poussé. Un mémoire de recherche c'est apprendre à faire de la recherche. Je pense qu'un doctorat c'est faire de la recherche avec bien sûr un volet de formation, mais un volet de formation de personnes accomplies en fait. On est jeunes chercheurs, jeunes chercheuses. Donc voilà, c'est pas pour rien qu'il y a cette expression-là. Donc je me suis dit que pour ceux et celles qui n'ont pas eu l'occasion d'écouter beaucoup de discours de soutenance, pour se rendre compte un peu de quel niveau c'est, quel niveau ça a en fait, ça peut être intéressant de vous en faire écouter un. Donc un discours de soutenance en sciences dures, je pense que ça dure un peu plus longtemps, autour de 40-45 minutes. Moi bien sûr je vais vous parler des sciences sociales, de ce que je connais le mieux, et en sciences sociales ça dure 20 minutes, parce qu'après chacun prend la parole pendant 20 minutes aussi, il faut répondre aux questions, etc. Donc il faut mieux pas dépasser les 20 minutes, entre 15 et 20 minutes. Moi personnellement j'ai fait 20 minutes tout pile, je m'étais entraînée pour que ça corresponde à ce timing. Donc voilà, allez, on y va, je vais vous présenter ce qu'est qu'un discours. Donc si vous avez 20 minutes à perdre, que vous êtes curieux de mes recherches, donc moi je vous rappelle un peu mon sujet de thèse, c'est, j'ai travaillé, pour résumer, sur les mariages des infantes des Espagnes, oui, des Espagnes au pluriel, puisque à l'époque c'est la Castille, la couronne d'Aragon, la couronne de Grenade, des couronnes italiennes, c'est les débuts impérialistes aussi des Espagnes. Donc voilà, on parle bien des Espagnes, non pas de l'Espagne, idée nationaliste qui apparaît beaucoup plus tard. Donc voilà, donc moi je travaille sur les mariages des infantes. Les infantes, ce sont des filles de souverains ibériques, c'est-à-dire qu'au Portugal on parle aussi d'infantes. Donc je travaille sur les infantes, mais surtout leur mariage. Je me répète un peu là, je suis un peu fatiguée. On sent vraiment la fin du doctorat. Donc voilà, et le titre précis de ma thèse, c'est Des trésors animés et abîmés, les infantes des Espagnes sur la scène matrimoniale européenne du 15e au XVIe siècle. Je crois que j'ai mis fin du Moyen-Âge et première modernité. Parce que j'aime bien aussi l'idée, quand on fait de l'histoire comparée, d'aller regarder un petit peu ce qui se passe autour. C'est important parce que on a notre étude de cas, on compare nos infantes entre elles, mais pour savoir si ce que vivent nos infantes est particulier ou est normal, entre guillemets, est dans la norme, faut un peu voir comment se passent les unions matrimoniales, les unions dynastiques, donc entre familles de pouvoir ailleurs. Voilà. Donc vous avez 20 minutes à perdre, 20 minutes pour connaître le niveau d'un discours ou connaître mes travaux.
mais qui ne sont pas vulgarisés, là vraiment c'est mon discours de soutenance tel quel, c'est le moment. Voilà, vous avez cette occasion-là sur ce podcast, et au prochain épisode, on verra autre chose, on verra tout le parcours administratif autour de la soutenance. Je me lance. Je suis très heureuse de présenter aujourd'hui une recherche consacrée aux infantes des Espagnes et aux alliances matrimoniales dans lesquelles elles furent engagées ou projetées. Ce travail, mené entre l'université de Lille, l'IRIS, et celle de Castilla-La Mancha, s'inscrit dans la continuité d'un parcours de recherche amorcé dès le master et guidé par 2 directrices, que je remercie ici chaleureusement pour leur rigueur et leur exigence. Je remercie également les membres du jury pour l'attention portée à ce manuscrit, notamment premier rapporteur, pour ses quelques remarques méthodologiques et sur la couronne d'Aragon, desquelles il ne me tarde de discuter, et second rapporteur, pour la précision de ses suggestions, notamment linguistiques. Enfin, ma gratitude va à toutes celles et ceux qui ont fait le déplacement pour ce moment si particulier d'une vie de chercheuse. Cette thèse est le fruit d'un parcours exigeant mené dans le cadre d'un contrat doctoral MESRI, de 2 postdataires à Avignon et Lille, mais aussi d'un travail de terrain étendu. Il m'a fallu relier des fonds d'archives rarement étudiés ensemble, de Simancas à Londres, de Barcelone à Lille, afin de saisir les logiques d'alliance dynastique qui unissaient les royaumes ibériques et européens à la fin du XVe siècle, début du XVIe siècle. Ces déplacements furent rendus possibles grâce à plusieurs bourses de recherche, l'ICIT, Mobilex, Jean Walter Elijah, l'Institut du genre et la Casa de Velázquez. À la manière d'un Bergenroth ou d'un Mérimée moderne, j'ai arpenté les archives castillanes non pour retrouver leurs traces, mais pour écouter d'autres voix, celles des femmes. Mon ambition était de rompre avec les lectures nationalistes et archéologiques du XIXe siècle et de revenir aux infantes elles-mêmes, à ces femmes qui, en quittant leur royaume natal, tissaient des formes de diplomatie et de stabilité des États modernes. Ce projet prolonge une réflexion née de mon mémoire de master consacré à Jeanne de Castille et aux émotions dans les alliances princières, dirigée par la professeure J'y entrevoyais déjà une intuition, celle que la mémoire collective de ces princesses avait fini par éclipser leur existence réelle. Mon objectif a donc été de retrouver la chair documentaire, lettres, inventaires, contrats et correspondances, souvent mal édités ou mal classés. Des questions m'ont poussé à construire un projet doctoral. L'entrée en mariage des infantes peut-elle nous permettre de reconsidérer leur trajectoire conjugale ? Ces unions ne révèlent-elles pas, dès leur conception, les conditions de possibilité de leur agentivité future ? Et qu'est-ce qui distingue, dans cette perspective, une Jeanne de Castille d'une Catherine d'Aragon, d'une Marie d'Aragon ou d'une Éléonore de Habsbourg ? C'est dans ce cadre que la professeure, spécialiste de queenship, a rejoint la direction de cette thèse. Ensemble, nous avons formulé l'hypothèse que l'entrée en mariage constitue un moment clé, un espace d'agentivité où se joue l'intégration, l'enracinement et la capacité d'action des princesses. J'emploie le mot conjugalité dans un sens élargi. Il ne s'agit pas seulement du lien entre 2 individus, mais d'une conjugalité princière qui englobe dynastie, patrimoine, réseau et territoire. Entrer en mariage, pour ces femmes, signifiait entrer dans un autre espace politique et symbolique où se rejouait l'équilibre du pouvoir. Dans cette perspective, l'entrée au mariage devient une entrée dans l'espace conjugal, au sens de Teresa Ehrenfeit, celui d'une monarchie bicéphale où l'épouse participe à la construction du pouvoir tout en révélant, à travers sa marge de manœuvre, les structures profondes de l'État moderne. Ce travail s'inscrit ainsi dans un champ historiographique en mutation, à la croisée de l'histoire politique et du genre. Il interroge la diplomatie féminine à la charnière du Moyen-Âge et de la première modernité et cherche à redonner voix et épaisseur à ces infantes actrices longtemps perçues comme de simples instruments d'alliance ou des héroïnes d'antan, mais qui furent en réalité des médiatrices culturelles et politiques à la pointe de l'innovation politique. Cette recherche a cherché à réévaluer les trajectoires des infantes d'Aragon-Castille entre dynasties Trastamare et Habsbourg pour comprendre comment leurs mariages ont accompagné la reconfiguration européenne de la fin du XVe siècle. L'historiographie a souvent produit un traitement inégal de ces princesses. Certaines, comme Jeanne de Castille ou Catherine d'Aragon, ont été largement étudiées, parfois sous un angle romanesque ou psychiatrique, tandis que d'autres sont restées dans l'ombre, réduites au rôle d'instruments d'alliance. Elles ont pourtant joué un rôle fondamental dans les recompositions politiques, sociales et culturelles de leur temps. Le projet a donc consisté à déconstruire ces silences historiographiques en revenant à la chair documentaire. J'ai mobilisé une grande diversité de sources, correspondances, diplomatiques, traités, comptabilité, testaments, chroniques, suppliques, dispenses papales, sources iconographiques et littéraires pour reconstituer les mondes que ces femmes quittent et ceux qu'elles investissent.
Ce travail s'appuie sur un corpus exceptionnellement large, réparti entre Espagne, Portugal, Angleterre, Belgique, France et Vatican, et rédigé dans de multiples langues: castillan, catalan, portugais, latin, anglais, français, italien, flamand et allemand. Ce plurilinguisme a été à la fois une richesse et une contrainte. Certaines langues, comme le portugais, ont exigé une attention particulière aux termes juridiques et fiscaux, et plusieurs traductions ont dû être corrigées. La paléographie a constitué un autre défi. Les graphies cursives du XVe siècle, souvent mal conservées, m'ont conduite à croiser mes propres lectures avec d'anciennes transcriptions, parfois fautives. C'est pourquoi les annexes de la thèse offrent des transcriptions et traductions intégrales de documents inédits pour servir à d'autres chercheurs et chercheuses. Sur le plan méthodologique, j'ai adopté une approche comparative, diachronique et genrée, inspirée des Queenship Studies, enrichie par l'histoire diplomatique, l'anthropologie du politique et la micro-histoire. Cette démarche visait à restituer la pluralité des voix et des gestes féminins en conciliant rigueur érudique et la lecture critique genrée. Certaines limites se sont imposées. Une prosopographie systématique des entourages féminins et masculins n'a pas été possible, faute de sources homogènes. J'ai donc privilégié des études de cas, notamment dans le chapitre 6, sur le rôle de l'entourage comme vecteur de pouvoir, de surveillance ou de promotion. La discontinuité documentaire, destruction partielle des correspondances, lacunes dans les inventaires, a parfois freiné les analyses sérielles. Mais ces contraintes ont été des stimuli intellectuels, invitant à croiser les sources et à comparer les contextes. Sur le plan historiographique, ce travail s'inscrit à la croisée de 3 traditions. La première, l'histoire politique et sociale des alliances princières, dans la lignée de Jean-Marie Moelling, Oscar Villarroel González, Isabella Lazzarini, Dante Fedele ou Stéphane Péquignot, mais en déplaçant la focale vers les acteurs féminins. La seconde tradition sont les Queenship Studies, de Teresa Ehrenfeit à Ana Maria Rodriguez ou Andrela Muñoz Fernandez, tout en intégrant l'apport des études de genre, de la littérature, comme Barbara Westberger ou Cristina Segura Greño, de l'histoire de l'art, comme Noelia Garcia Pérez et Melania Soler Poraton, et de l'histoire des émotions et des femmes au pouvoir, comme l'a pu faire Eric Busmar, Manuela Santos Silva, Diana Pelas Flores ou Elena Woodacre. La troisième tradition, enfin, est celle de l'histoire globale et connectée. Après ma lecture d'Alessandro Stanziani, j'invite à penser ces unions, non comme des épisodes isolés, mais comme de véritables nœuds d'interaction politique et culturelle. Cette approche interdisciplinaire replace ainsi les infantes au cœur d'une Europe en accélération historique, selon l'expression de François Hartog, un moment où les frontières politiques, religieuses et symboliques se redessinent. Elle montre que particulièrement les infantes Trastamare et Habsbourg, parfois perçues sous un regard binaire comme figurantes ou actrices de la diplomatie, furent en réalité des innovatrices et des vectrices d'innovation diplomatique et de connexion dans l'histoire européenne. 3 grands objectifs ont guidé cette recherche. D'abord, restituer les modes d'intervention des infantes dans les négociations et les pratiques diplomatiques en les replaçant parmi les acteurs à part entière des échanges politiques européens. Ensuite, analyser leur capacité à représenter, médiatiser et infléchir les rapports entre dynasties et royaumes par la parole, la correspondance, le corps et la mise en scène politique. Enfin, comprendre comment leur trajectoire conjugale participe à des processus collectifs, politiques, socio-culturels, mais aussi confessionnels, dans une Europe en mutation. Loin d'envisager le mariage comme une fin, cette thèse le considère comme un commencement, un moment d'entrée dans un nouvel espace politique, un laboratoire d'hybridation culturelle et de production de souveraineté. Le mariage devient ainsi une scène d'observation privilégiée pour comprendre les circulations de pouvoir, d'affects et de symboles entre les cours européennes. Je n'ai pas abordé ici l'exercice du pouvoir au sens strict, le queenship, mais plutôt ses conditions de possibilité. Ce travail pourrait être prolongé par une seconde recherche sur l'exercice du pouvoir féminin, diplomatique, les transferts culturels ou l'autorité effective de ces reines à travers des études monographiques. Certaines figures comme Marie de Hongrie ou Isabelle de Danemark occupent une place plus restreinte, non par manque d'intérêt, mais parce que leur trajectoire conjugale s'interrompt très tôt. Mon approche se concentrant sur l'entrée en mariage, j'ai privilégié les cas où ce moment de passage éclaire les tensions entre sud et nord de l'Europe, plutôt que les mariages intra-nordiques. Ces 2 princesses apparaissent donc comme figures limites, révélatrices de la fragilité du système matrimonial européen et des risques qu'il faisait peser sur les femmes qui en étaient les pivots. Ce choix a été guidé à la fois par des cohérences linguistiques et par le cœur géopolitique de la recherche. La question centrale qui sous-tend ce travail est la suivante. Les mariages des infantes et leur intégration plus ou moins réussie dans les cours étrangères ne révèlent-ils pas les limites de l'assimilation de la puissance espagnole dans les autres royaumes européens? Autour de cette interrogation gravitent 3 axes principaux. Comment les mariages des infantes ont-ils contribué à façonner les dynamiques de pouvoir entre royaumes ibériques et européens? En quoi ces unions permettent-elles de mesurer l'agentivité féminine dans la diplomatie dynastique? Et que nous disent-elles
des mécanismes de transition entre Moyen-Âge et première modernité dans la construction des États. Cette recherche repose sur une conviction forte. Ces femmes, longtemps perçues comme des silhouettes secondaires, furent en réalité les architectes de la première Europe moderne, mais au sein de moyens d'action qui dépendent de leur position conjugale et dynastique. À travers leurs déplacements, leurs lettres, leurs dots, leur deuil et leur maternité, elles ont assuré la circulation des idées, des pratiques et des mémoires. Elles ont incarné la continuité des alliances autant que leurs tensions, devenant les passeuses d'une souveraineté partagée entre dynasties et cultures. Ainsi, en replaçant les infantes au centre du jeu diplomatique, cette thèse propose une relecture de l'histoire diplomatique à travers du prisme du genre, montrant que la diplomatie matrimoniale n'est pas seulement affaire de stratégie d'hommes d'État, mais aussi un espace d'action féminine, d'invention politique et de transmission symbolique. Cette thèse se compose de 3 grandes parties qui suivent le parcours des infantes depuis leur entrée en mariage jusqu'à leur inscription durable dans la mémoire dynastique. La première partie s'attache aux conditions de l'entrée en mariage, notamment à la fois diplomatique, symbolique et existentielle. Dans un premier chapitre, j'y analyse les festivités et cérémonies d'accueil des infantes dans leur nouveau royaume. Ces scènes publiques fondent la reconnaissance de leur statut et traduisent visuellement la fusion entre dynastie et territoire. Les infantes y apparaissent comme de véritables trésors dynastiques, porteurs d'un capital symbolique et politique. Ces cérémonies mettent aussi en lumière les vertus féminines idéalisées, patience, humilité, courage et les injonctions contradictoires qui pèsent sur elles. La dimension économique est également abordée. Dot, taxes, levée de fonds et endettement révèlent les enjeux matériels de la diplomatie matrimoniale. Enfin, dans un second chapitre, j'examine la stratégie dynastique des Trastamare et des Habsbourg, oscillant entre légitimation ibérique et ambition universelle. Cette partie montre que les infantes ne sont pas de simples jetons d'alliance, mais des actrices de la circulation politique et symbolique. La seconde partie explore le cœur du système d'alliance en observant les mécanismes politiques, religieux et familiaux qui conditionnent et redéfinissent ces mariages dans une Europe en mouvement. Dans le chapitre 3, j'étudie les normes diplomatiques et anthropologiques du déplacement des princesses en analysant si leur statut familial ou la nature des alliances influence leur intégration conjugale. Le chapitre 4 se concentre sur la dimension religieuse. Le mariage princier, à la fois sacrement et outil de pouvoir, place les infantes sous la surveillance de la papauté. Toutefois, ces femmes savent mobiliser la norme religieuse comme ressource de légitimation. Ces analyses révèlent également un point central. Ces femmes maîtrisent les contraintes juridiques et religieuses pour y trouver des marges d'action. Je me permets de regarder le cas de Marguerite d'Autriche pour le mettre en comparaison avec Isabelle d'Aragon-Castille, Jeanne Ier de Castille et Catherine de Habsbourg. La troisième partie aborde la conjugalité et la post-conjugalité, les formes concrètes de la gentilité féminine. Le chapitre 5 analyse des moyens matériels du pouvoir, dot, douaire, seigneurie et revenus, comme indicateurs de rang et d'autonomie. Malgré leur richesse, ces reines restent souvent en incertitude statutaire, dépendantes de leur mari ou des cours d'accueil. Le chapitre 6 s'intéresse à leur place dans la conjugalité princière, comment elles négocient leur rôle d'épouse et de mère à l'étranger, entre intégration et distance, hiérarchie et deuil. La maternité y apparaît comme un instrument d'intégration et de transmission, mais aussi un espace de vulnérabilité. L'intime devient un terrain politique révélant des stratégies d'adaptation et de survie. Enfin, dans un chapitre 7, la thèse s'achève sur la mémoire et la matrilinéarité. Les infantes transmettent des valeurs, des modèles et un imaginaire de la reine ibérique, à travers leurs lettres, diffusion culturelle et choix de représentation. Ce chapitre essaie de dégager des lignes d'évolution entre Trastamare et Habsbourg dans leur action diplomatique. Cette architecture en 3 temps, entrée, alliance, agentivité, vise à saisir un processus plutôt qu'un état, celui d'une évolution du rôle féminin dans la monarchie, de l'intégration politique par le mariage à l'appropriation du pouvoir conjugal et mémoriel. Ces parcours révèlent la diversité des modèles. Jeanne l'obéissante, Catherine la diplomate, Éléonore la médiatrice, Marie et Catherine de Habsbourg les servantes politiques, mais l'une plus ambiguë que l'autre. Il n'existe pas une figure unique d'infante, mais une pluralité de possibles qui se comprennent dans le rapport normes d'entrée, pratique et contingence. Ces femmes participent à la reconfiguration des États et des pouvoirs monarchiques en tant que trésors diplomatiques et agentes conscientes. C'est dans les interstices du pouvoir, là où se négocient les contraintes, qu'elles inventent de nouvelles postures, de nouveaux langages et une forme d'autorité féminine propre à la première modernité européenne. Cette recherche ouvre naturellement sur des perspectives plus larges. L'un des prolongements possibles de ce travail que j'ai déjà commencé à esquisser s'intitule « Jeu de dames en diplomatie ». Il viserait à approfondir l'étude des relations
relations entre femmes de pouvoir dans la diplomatie européenne des 15e et 16e siècles. Des liens de sororité, de maternité, de rivalité ou de transmission entre princesses Trastamare, Habsbourg, Abyss, Lancastre, York, Tudor ou Valois. Il s'agirait non plus seulement de suivre des trajectoires individuelles, mais de reconstituer les réseaux féminins qui structurent la circulation politique et culturelle européenne, à l'aide d'outils numériques comme l'encodage TEI ou de bases prosopographiques ouvertes. Ce prolongement répond directement à la suggestion formulée par Premier Rapporteur, c'est de donner une dimension sérielle et lexicographique à l'étude pour mesurer plus finement les continuités et ruptures du vocabulaire diplomatique, des pratiques d'écriture et des registres de pouvoir entre les cours européennes. Si cette thèse se referme aujourd'hui, elle n'est pas une fin, mais un point de départ. J'aimerais qu'elle contribue à faire entendre les voix des femmes du passé avec méthode et justesse. Non comme victimes ou héroïnes, mais comme actrices lucides ayant su transformer leur mariage en instrument de pouvoir et de mémoire. En les écoutant, nous pourrons continuer à interroger avec la même exigence ce que gouverner, négocier et transmettre signifiait au féminin. Merci de m'avoir écouté. Ainsi se termine cet épisode de podcast autour de la soutenance de thèse. Académiquement vôtre. À bientôt, Clara.